Bonjour à tous et bienvenue sur Historiapolis pour la troisième vidéo de ce cycle sur l'histoire de la philosophie dans les différentes civilisations. Après avoir étudié la Grèce puis Rome dans les deux premières vidéos, cette vidéo-là va être consacrée à deux civilisations issues de deux monothéismes qui ont émergé globalement autour de la période médiévale, c'est-à-dire l'islam et l'Occident chrétien. Je rappelle qu'on se situe toujours pour l'analyse dans le modèle élaboré par Vincent Citeaux dans Histoire mondiale de la philosophie, c'est-à-dire un modèle qui considère l'évolution de la pensée dans les différentes civilisations à partir de trois grandes étapes. D'abord l'étape pré-classique, caractérisée par la domination du religieux. Ensuite l'époque classique, caractérisée par un essor de la pensée philosophique et un déclin de la pensée religieuse, et enfin par une époque post-classique, généralement beaucoup plus longue, caractérisée par un certain essor de la science, un déclin de la philosophie et un retour, on va dire, un retour en force du religieux. Ces trois grandes étapes successives, je les ai détaillées dans les vidéos précédentes, donc si vous êtes intéressé à l'idée de savoir avec plus de précision comment on passe en fait d'une étape à l'autre dans les différentes civilisations, je vous encourage à aller voir les vidéos précédentes où je parle plus en détail et avec plus de précision de ces successions d'époques de la pensée dans les différentes civilisations. On peut se demander comment est-ce qu'on passe à un moment donné d'un monde méditerranéen dominé par l'Empire romain d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire l'Empire romain d'Occident à l'ouest et l'Empire romain d'Orient à l'est, à un monde méditerranéen qui est caractérisé par l'influence très importante de deux religions, qui vont être donc l'islam et le christianisme. Cette évolution, elle va se faire en quelques centaines d'années, puisque en 476, l'Empire romain, en tout cas l'Empire romain d'Occident, s'effondre, puisque l'Empire romain d'Orient, lui de son côté, qui en fait est l'Empire byzantin, il va continuer d'exister pendant quasiment 1000 ans derrière. Mais on va observer à partir du 7e, 8e siècle, une expansion extrêmement rapide d'une nouvelle religion sur les côtes est et sud de la Méditerranée, une nouvelle religion qui est l'islam. Cette expansion initiale de l'islam, elle va être très rapide, sur des milliers de kilomètres, en quelques centaines d'années seulement, puisqu'elle part de la péninsule arabique et elle va arriver jusqu'à l'Espagne en quelques années seulement. Vincent Citeaux estime que l'empire islamique des débuts n'a pas grand-chose à voir avec les impérialismes classiques, c'est-à-dire l'impérialisme grec d'Alexandre, impérialisme romain, perse, babylonien, etc. En fait, il ne s'agit pas tant d'une civilisation qui s'étend et qui influence ces territoires dominés que de civilisations différentes qui naissent à partir des cultures locales au contact de l'islam et de la langue arabe. L'histoire mondiale de la philosophie est très claire à ce sujet. Autrement dit, les conquêtes arabes n'exportent pas une civilisation déjà constituée, mais provoquent l'émergence d'une civilisation sur un terrain étranger. L'Arabie fournit les semences, langue, religion, autorité publique. La Syrie, la Mésopotamie, la Perse, l'Égypte, le Maghreb et l'Espagne offrent la terre. Les cultures grecques, byzantines, sassanides, juives, chrétiennes et indiennes servent d'engrais. Il en résulte une floraison qui a peu à voir avec le tribalisme arabique, alors qu'il est toujours possible de reconnaître la culture grecque dans le monde hellénistique ou la culture romaine dans l'Empire. Alors, petite précision d'entrée, il ne s'agit pas ici, dans cette vidéo, d'étudier la philosophie islamique en tant que telle, mais bien de voir la philosophie en islam, c'est-à-dire celle qui s'est déployée dans l'espace arabo-musulman et ses alentours, la Perse, l'Empire ottoman, l'Espagne, etc. Y compris d'ailleurs quand elle est le fait de penseurs non musulmans, parce que des penseurs non musulmans, il y en a eu beaucoup dans cette civilisation musulmane. Par ailleurs, comparé aux 7 autres grandes civilisations philosophiques, l'islam a quand même cette particularité de demeurer toujours celle qui a le plus fort tropisme et la plus forte influence religieuse. Tout ça n'empêche pas que le monde islamique a quand même été énormément influencé dans son histoire et dans sa croissance par la pensée grecque.
Il y a quand même deux choses à ajouter. Premièrement, l'islam montre bien comment l'émergence d'une philosophie régionale procède toujours d'un socle religieux initial. Deuxièmement, que toute civilisation intellectuelle est intrinsèquement liée à des lieux, à des foyers, à des villes spécifiques. Par exemple, la civilisation grecque, les lieux qui font ces grands foyers historiques, c'est d'abord l'Ionie, ensuite ça va être Athènes, ensuite ça va être Alexandrie. La philosophie romaine, elle se déploie surtout à Rome. Dans le cas de l'islam, l'un des grands foyers théologiques de cette religion, ça va être la ville de Bassora, au sud de l'actuel Irak. Mais la ville qui va finalement se révéler comme étant le noyau peut-être central du déploiement de cette philosophie et de cette civilisation islamique, ça va être Bagdad. Donc on voit bien que tout cet espace, bien que l'islam soit né dans la péninsule arabique, l'espace finalement de déploiement qui va permettre à l'islam de se déployer dans le monde entier, c'est vraiment cette ancienne civilisation babylonienne qui correspond géographiquement à ce qu'on appelle la Mésopotamie. Il faut rappeler rapidement que l'islam naît en 622 avec ce qu'on appelle l'hégire, et que ça naît au cœur de la péninsule arabique, donc largement au sud de ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient. Rapidement, le contrôle idéologique et religieux de cette religion va être pris en main par deux dynasties qui se suivent, qui sont ce qu'on appelle les Omeyyades et ensuite les Abbassides. Ces deux dynasties qui se succèdent au 8e siècle, donc un siècle après l'hégire, un siècle après l'émergence de l'islam, ont un rapport aux religieux et aux politiques extrêmement différents. Les Omeyyades sont avant tout des conquérants profitant de leur domination militaire pour accumuler des richesses, des chefs de tribus que le destin a placés à la tête d'un improbable empire. Ce sont surtout les Abbassides qui font œuvre de civilisation, mêlant les cultures, recrutant les Mawalis, convertis non arabes, dans leurs administrations, bâtissant la grande ville cosmopolite de Bagdad et assimilant activement les savoirs grecs et indiens conservés par les Byzantins, les Syriaques, les Perses et les Juifs. L'islam s'ouvre à l'altérité en même temps qu'il s'offre comme socle civilisationnel. La grande vague des traductions de livres savants commence sous Al-Mansour, qui est calife de 754 à 775, véritable souverain éclairé. Tel est le contexte de la floraison intellectuelle au cours du 1er siècle abbasside, dont Bagdad est le centre. L'un des premiers courants allant dans le sens d'une rationalisation de la théologie islamique sous l'influence de la pensée grecque est le moutazilisme. Il s'agit en fait d'essayer de concilier les deux influences sans renier la révélation du Coran. Tout ça nous amène donc à la période classique de la civilisation islamique qui est située au IXe siècle et qui est caractérisée un peu comme toutes les périodes classiques des différentes civilisations par un essor d'une certaine forme de rationalisme, encouragé donc par le moutazilisme, et par un reflux d'une religiosité, on va dire, plus superstitieuse, en tout cas plus littérale. C'est une véritable période de concentration des savoirs dans tous les domaines. Période qui est également marquée par la rivalité entre Bagdad et Cordoue, et incarnée par la Maison de la Sagesse à Bagdad, qui est créée en 832, qui est une sorte de préfiguration des universités d'Occident qui vont fleurir durant le Moyen-Âge occidental, et qui vise à rassembler les savoirs issus des grandes civilisations précédentes. Parmi les grands penseurs de cette époque classique, on peut citer le philosophe Razi, dit également Rhazès, en ce qu'il représente sûrement le plus radical des rationalistes, allant quasiment jusqu'à se rapprocher de l'athéisme, sans jamais pour autant l'atteindre complètement, à côté de ses travaux scientifiques, notamment médicaux, qui sont considérés comme de premier ordre. On peut citer également le médecin et traducteur chrétien nestorien Joannicius, qui a joué un grand rôle dans la traduction des savoirs grecs en syriaque et en arabe. Mais cette période de rayonnement de la philosophie de Bagdad ne va pas être éternelle, et va s'en suivre une période extrêmement longue de déclin, la période post-classique, que Vincent Citeaux, dans son livre, divise en deux: l'époque transitoire,
de 900 à 1185, et ensuite ce qu'il va nommer l'époque de la philosophie mystique, de 1185 à 1700. L'époque transitoire marque une première période de déclin où la science et la philosophie conservent un statut élevé, mais la philosophie se rapproche de la religion sous l'influence conjuguée du néoplatonisme et d'un nouveau mouvement qui est le soufisme. L'un des premiers à effectuer ce pas de retour vers le religieux de la philosophie est le penseur d'Asie centrale Ibn Sina, dit Avicenne. On peut expliquer ce déclin relatif par l'affaissement des grands empires islamiques et leur division en empires régionalisés, en califats locaux. À partir de la moitié du XIe siècle et la poussée des chrétiens tant par la Reconquista en Espagne et au Portugal que par la suite par les croisades, l'Orient et l'Occident islamique prennent des chemins résolument divers. De plus, l'action des Turcs seldjoukides, qui envahissent tout l'espace moyen-oriental à la même époque, ne fait que renforcer la structuration dogmatique du sunnisme, qui devient tradition et loi, qui est la signification du mot sunna, à respecter à la lettre. En Espagne, la particularité et la grande diversité religieuse de la région fait que l'on continue à penser le rapport entre philosophie, notamment aristotélicienne, et tradition religieuse, comme va le faire à Cordoue Averroès, faisant de lui une sorte, si on peut abuser un peu, d'équivalent de ce que va être Thomas d'Aquin pour le christianisme, ou Moïse Maïmonide, dans cette même Cordoue, sous domination almohade, pour le judaïsme. La dernière époque, celle de la philosophie mystique, est marquée par le déclin définitif de Bagdad, symbolisé par sa chute et sa quasi-destruction en 1258 par les Mongols. C'est alors la lente émergence de l'Égypte des Mamelouks, jusqu'à son invasion par les Ottomans au XVIe siècle, et dont la figure majeure est l'historien Ibn Khaldoun, célèbre notamment pour ses prolégomènes. Dans un autre contexte, les Perses safavides, ou séfévides, installés à Ispahan et maîtres d'un glorieux empire du XVIe au XVIIIe siècle, font persister quelque peu la pensée philosophique islamique. Mais il s'agit là clairement des derniers feux de cette civilisation. Le point de départ de la civilisation occidentale, c'est le Xe siècle, au moment où se forment les grandes monarchies qui peu à peu vont instaurer les prémices des États modernes et atténuer la régionalisation de l'Europe de l'Ouest, permettant l'édification de cultures communes. Les deux monarchies les plus représentatives, à ce titre, c'est le Saint-Empire en 962 et la monarchie capétienne française en 987. Un autre facteur très important pour le développement de cette civilisation occidentale, ça va être la fin progressive des raids vikings à partir de la deuxième moitié du Xe siècle. Pourquoi ? Parce que les raids vikings, qui arrivaient donc de la Scandinavie, du Danemark, de la Norvège actuelle, et qui descendaient le long de la Manche, de la mer du Nord, et qui pénétraient dans les fleuves, donc la Seine, la Loire, etc., qui faisaient des pillages quasiment systématiques des villes situées le long des fleuves, s'attaquaient en particulier aux monastères, qui concentraient non seulement une partie des richesses, mais qui concentraient également une grande partie du savoir. Or, quand les raids vikings vont progressivement s'atténuer, notamment du fait de la conversion de ces vikings qui s'installent dans les pays comme l'Angleterre, la France, etc., et se convertissent au christianisme, eh bien, ces sanctuaires de la richesse et du savoir que sont les monastères vont pouvoir se remettre à donner le maximum de leur influence et de leur prospérité, on va dire, philosophique. Il y a une chose qu'il faut bien saisir dans la croissance de cette civilisation occidentale, c'est l'importance capitale au début des monastères. Les monastères, c'est vraiment le lieu peut-être central du déploiement de la pensée occidentale qui va avoir une influence en Occident, donc en Europe de l'Ouest, jusqu'à aujourd'hui. Un excellent symbole de ça, c'est l'abbaye de Cluny, qui est créée en 909-910 et qui est vraiment un symbole du rayonnement du christianisme en Occident. Voilà ce que dit Vincent Citeau à propos de l'idée d'Europe et de l'idée d'Occident.
À partir du dernier quart du Xe siècle, une civilisation nouvelle est en train de naître, l'Europe. Non pas l'Europe géographique, de l'Atlantique à l'Oural, comprenant les Grecs et les Slaves, mais l'Europe culturelle des peuples germaniques et latins. Son unité est d'abord religieuse, la chrétienté, politique, la papauté, linguistique, le latin, artistique, le roman puis le gothique, et intellectuelle, la scolastique. Dans la période préclassique, Vincent Citeaux dégage deux cycles, le cycle médiéval et la Renaissance. Le cycle médiéval, qui s'étend à peu près de 975 à 1420, est marqué par l'apogée de l'influence catholique. Cette ère se met en place au XIe et XIIe siècle et atteint son sommet vers le XIIIe siècle, avant de sombrer dans le chaos au XIVe siècle, notamment du fait de la peste et de la guerre de Cent Ans. Dans le foisonnement de monastères et d'écoles cathédrales, déjà des oppositions idéologiques puissantes se font sentir. Au début du XIIe siècle, en France, le clivage est célèbre entre les élèves de l'école cathédrale de Chartres, les Chartrains, admirateurs de Platon et fins dialecticiens représentés par Abélard, le célèbre maître-école, c'est-à-dire enseignant, et Marie d'Héloïse, qu'on connaît notamment à travers le mythe du Moyen-Âge Héloïse et Abélard, et les mystiques du cloître de Saint-Victor de Paris, sur le site de l'actuelle faculté de Jussieu, dont la figure majeure est Bernard de Clairvaux. Mais c'est sûrement saint Thomas d'Aquin, avec sa fameuse Somme théologique, qui représente la figure la plus novatrice, sachant le plus adroitement concilier théologie et philosophie, notamment aristotélicienne, au point d'être canonisé au début du XIVe siècle. Le XIIIe siècle est également l'époque de fondation des premières grandes universités européennes. On peut citer la Sorbonne à Paris, mais aussi l'université d'Oxford, déjà existante dès le XIIIe siècle, mais gagnant en influence avec Guillaume d'Occam, qui, face au thomisme, représente le courant nominaliste, probablement la plus rationaliste des écoles scolastiques. La caractéristique principale du cycle de la Renaissance, et on le verra peut-être plus en profondeur dans un prochain cycle de vidéos, c'est la laïcisation progressive. C'est-à-dire que si le penseur type de l'ère médiévale était affilié au clergé, par les monastères, les écoles cathédrales ou encore les universités qui étaient toutes affiliées de près ou de loin à l'Église, le penseur de la Renaissance est de plus en plus affilié à un pouvoir civil. C'est un humaniste de cour, un conseiller du prince, etc. Ça peut aussi être un indépendant, un traducteur, un éditeur, un humaniste de la République des Lettres. Par ailleurs, les pôles géographiques de la philosophie se déplacent de la France et de l'Angleterre vers la Flandre et l'Italie notamment. En fait, la Renaissance, pour Vincent Citeaux, va créer trois types de philosophes. D'une part, les lettrés, ou les humanistes, qui réfléchissent sur la place de l'homme dans la société chrétienne et l'universalité, notamment à partir de Platon. Les plus connus sont Erasme, avec son éloge de la folie, et Pic de la Mirandole, qui est le fondateur de la dite Kabbale chrétienne. On peut également citer Ficin. On a ensuite un autre groupe assez important, qui est celui des naturalistes, donc des astronomes, des astrologues, des occultistes, qui vont beaucoup penser par rapport au cosmos, mais encore de manière assez allégorique. Ils se réclament d'ailleurs de ce qu'on appelle le système ptoléméen. Qu'est-ce que c'est que le système ptoléméen ? C'est un système qui se réclame de Ptolémée, Claude Ptolémée, qui était un savant scientifique grec du 1er siècle de notre ère à Alexandrie, et qui considérait que la Terre était au centre de l'univers, donc le Soleil tournait autour de la Terre. Ce système, ce paradigme, il va être remis en cause uniquement au début du XVIe siècle, au XVIe siècle, par ce qu'on appelle la révolution copernicienne, donc de Nicolas Copernic, selon laquelle c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil, ce qui va avoir une influence absolument considérable sur la pensée en Occident, puisque ça suppose que la Terre, et donc l'homme, n'est peut-être pas le centre de l'univers. Enfin, la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les techniciens, c'est-à-dire les médecins, ingénieurs, voire juristes, précurseurs des scientifiques, même s'ils se recoupent en partie avec les naturalistes, puisque à cette époque, les débuts de pensée scientifique ne sont pas complètement détachés d'une pensée qui demeure encore très religieuse par d'autres aspects. Donc parmi ces techniciens, on a Ambroise Paré qui était chirurgien du roi,
On a André Vézal, qui est un des premiers, on va dire, des premiers grands anatomistes, et même dans une certaine manière, dans une certaine mesure, Léonard de Vinci, qui, par ses grandes innovations, par ses grandes inventions techniques, peut se situer dans cette catégorie des techniciens. En fait, les grands penseurs et philosophes de l'époque sont tellement nombreux qu'il est difficile d'en faire une synthèse. Ou alors il faudrait, ça prendrait plusieurs heures. Il faut quand même comprendre que l'évolution des visions de la société chez les lettrés de la Renaissance se divise globalement en deux formes distinctes. L'une qui est plutôt allégorique et très populaire à l'époque, qui est celle de l'utopie, qu'on retrouve tant chez Thomas More, avec Utopia, que chez Rabelais par exemple, qui écrit Pantagruel et Gargantua, et l'autre plus directe et ouvertement politique, qui est celle du traité ou du discours, qu'on va retrouver typiquement chez Machiavel, avec son œuvre la plus célèbre qui est Le Prince, ou Jean Bodin, avec les 6 livres de la République. On va retrouver également ce genre de pensée, cette manière de fonctionner chez Étienne de la Boétie, ou encore Montaigne. La période classique de l'Occident, elle va évidemment culminer avec les Lumières. Alors elle commence plus tôt, elle commence en 1600 et on estime qu'elle va se finir à peu près vers 1775. Comme à toutes les périodes classiques, la philosophie, en fait, elle acquiert une relative autonomie, tant en pratique que intellectuelle. Cette pensée revigorée de la philosophie, elle est symbolisée par la poursuite du déclin des universités médiévales, et de l'influence de l'Église, mais aussi tout au long du XVIIe siècle par l'apparition de nouveaux types d'institutions qui sont les académies. Académie dei Lincei à Rome, l'Académie française, l'Académie des sciences, on peut également citer à Londres la Royal Society. Ces académies, elles garantissent de manière plus importante l'autonomie des penseurs et des scientifiques. Au XVIIIe siècle vont suivre les salons, comme lieu majeur de circulation des idées et qui vont jouer un grand rôle dans le déclenchement et l'agitation des idées au moment de la Révolution française. Et on peut même ajouter, à partir de 1717, l'influence des sociétés secrètes et notamment de la franc-maçonnerie, dont l'influence va aller grandissante également jusqu'à la Révolution française. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de salons, d'académies ou de loges, l'historien Paul Hazard, dans La crise de la conscience européenne, qui est un livre dont je recommande vraiment la lecture, parce qu'il est absolument passionnant, eh bien le XVIIe et le XVIIIe siècle consacrent une sorte de tournant vers le nord des foyers intellectuels européens. Ainsi, les 3 grandes philosophies triomphantes du XVIIe siècle sont la philosophie française, anglaise et écossaise, même si on aurait tort de négliger le dynamisme encore persistant de la philosophie flamande et également hollandaise. Finalement, on peut se demander pourquoi, dans cette période qui semble être une période aussi humaniste, aussi caractérisée par la diffusion des idées, et notamment d'idées de plus en plus en faveur de la liberté, pourquoi, à cette même période, vont se mettre en place des régimes parmi les plus durs qui sont ce qu'on va nommer par la suite les monarchies absolues. En fait, dans cette période de chaos et de violence qui semble s'éterniser depuis les guerres de religion, il ne faut pas oublier la violence à cette époque, de la guerre de 30 ans, des guerres civiles successives en Angleterre, ou encore de la Fronde et de la fin des guerres de religion en France. Ce qui préoccupe vraiment les penseurs, c'est le retour de l'ordre. Il y a un vrai besoin d'ordre pour toute cette société qui connaît depuis trop longtemps les pénuries, les épidémies, les guerres et le fanatisme religieux. Or, quand il y a besoin d'ordre dans la société, il y a également besoin d'ordre dans les idées. Ça se traduit en philosophie par la recherche de méthodes plus cohérentes que la dispersion et le foisonnement qui caractérisaient les humanistes du XVIe siècle et leur grande révolution, notamment la Réforme ou la Révolution copernicienne. 2 méthodes organisatrices se mettent progressivement en place au niveau des idées. D'un côté le rationalisme et de l'autre côté l'empirisme. Ce serait trop long d'entrer véritablement dans le détail
de la différence d'approche dans les systèmes de pensée rationalistes et empiristes. C'est pourquoi je ferai des vidéos, dans même un autre cycle de vidéos plus tard, sur le sujet de l'opposition entre ces modes de pensée qui sont très différents, mais d'une certaine manière complémentaires les uns entre les autres. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que l'autonomisation de la philosophie atteint son sommet véritablement sous les Lumières, au XVIIIe siècle. La pensée des Lumières, elle est marquée par un certain relativisme et un matérialisme de plus en plus poussé. L'expérimentation et l'obsession de la méthode du XVIIe siècle est progressivement remplacée par le désir d'exploration libre et de classification qui se retrouve typiquement dans la démarche des encyclopédies, qui sont typiques du XVIIIe siècle, et d'une certaine manière qui se veulent un peu précurseurs des sciences sociales qui vont arriver au XIXe siècle. Par ailleurs, une des formes de la philosophie va prendre une dimension de plus en plus ouvertement antichrétienne et particulièrement anticatholique chez les philosophes de l'époque et jusqu'à la Révolution française, notamment à la fin du XVIIe siècle, Pierre Bell, avec son dictionnaire historique et critique, et évidemment peut-être le plus célèbre d'entre eux qui est Voltaire. La pensée post-classique occidentale, c'est pareil, il est impossible d'y revenir synthétiquement dans une vidéo de quelques minutes, ce serait beaucoup trop long. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est exactement toujours dans ce principe des cycles, donc époque, pré-classique, classique, post-classique, c'est le triomphe véritablement à partir du 19e siècle et de la révolution industrielle de la science. La science, et à partir de là, la philosophie va peu à peu se retrouver d'une certaine manière de plus en plus subordonnée au triomphe scientifique. Ça se traduit notamment par le retour à l'université de la philosophie. On sait que la philosophie donc en Occident a émergé à partir des universités médiévales. Avant de s'autonomiser et de passer dans les académies et de devenir le fait de grands penseurs souvent relativement autonomes à l'époque des Lumières. Et puis au XIXe siècle, elle va retomber dans une forme de soumission à l'université et d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, à un carcan. D'ailleurs, c'est ce que dénonce Vincent Citeau dans Histoire mondiale de la philosophie, c'est-à-dire que si la philosophie gagne en respectabilité institutionnelle et universitaire, la philosophie universitaire concentrée véritablement dans la recherche scientifique ne va plus vraiment avoir le temps de philosopher concrètement. Tous ces sujets de l'évolution de la philosophie et des idées politiques en Occident, de toute façon, je les détaillerai beaucoup plus en profondeur dans un prochain cycle de vidéos qui sera vraiment uniquement consacré à ça, consacré en fait à l'histoire des idées politiques en Europe depuis le XVIe et surtout XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ce premier cycle de vidéos sur l'histoire de la philosophie se terminera avec la prochaine qui sera, elle, consacrée aux philosophies orientales qui englobera les cycles pré-classiques, classiques et post-classiques des philosophies russes, indiennes, chinoises et japonaises. C'est la fin de cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Vous pouvez la liker et la partager. Et à bientôt sur Historiapolis.